Bonjour et bienvenue aux Rencontres de la Librairie, l'émission de la librairie 1.1 en partenariat avec Radio Lodève. Chaque trimestre, nous accueillons un auteur issu des publications Nature, Société, Environnement de chez Actes Sud et ce mois-ci de la collection Voix de la Terre. Claire Dutray, vous êtes autrice, enquêtrice et chercheuse en éco-poétique. Vous avez enseigné les lettres classiques et formé des enseignants en didactique du français. Vos recherches et créations se situent à la croisée des arts, des sciences et des humanités écologiques, avec un intérêt et un regard particulier sur la notion de déchets. Vous avez cofondé avec Mathieu Dupérex le collectif Urbain, Trop Urbain, qui se propose depuis 2010 de saisir les métamorphoses actuelles de la ville et du monde par des pratiques artistiques et culturelles résolument subjectives, qu'elles soient poétiques ou réflexives. Claire Dutray, bonjour. Bonjour et bonsoir à tout le monde. Est paru en avril 2024 aux éditions Actes Sud, dans la collection Voix de la Terre, donc, votre ouvrage « Vivre en arsenic », sous-titré « Écho et poétique d'une vallée empoisonnée ». Cette vallée, dans l'Aude, a accueilli la plus grande mine d'or d'Europe à Salsigne, un village de moins de 400 habitants aujourd'hui, et situé à 15 km au nord de Carcassonne. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour écrire ce livre ? Alors, moi j'ai écrit ce livre à partir d'une interrogation et peut-être même à partir d'un échec. C'est-à-dire que j'étais dans la direction artistique d'une exposition au MUSEM qui s'est appelée « Vie d'ordures », le sous-titre étant « La gestion des déchets en Méditerranée ». Il s'agissait de documenter la façon de faire avec les déchets de façon informelle, formelle, et beaucoup d'anthropologues du groupe. C'était une exposition recherche d'anthropologues, géographes, ethnologues, historiens embarqués dans cette histoire, documenter les suds, donc le sud de la Méditerranée, et puis dans la direction artistique et le comité scientifique, il était dit, mais si on allait aussi regarder ce qui se passe au nord de la Méditerranée. Et c'est là que l'un des membres de la commission scientifique nous dit il faut aller à Salsigne, il faut venir visiter cet endroit-là. Donc nous allons dans la vallée de l'Orbiel, nous sommes 3, l'un des commissaires de l'exposition, et puis et 2 de la direction artistique, et nous nous faisons guider dans cet endroit-là. Et pour commencer, je ne vois rien, c'est ce que je raconte au début de l'enquête, je ne comprends pas où je suis. Alors je connais la région, j'aime beaucoup les Corbières, et je prends cet endroit comme étant les Corbières. Je dis c'est beau comme les Corbières. Et puis c'est le printemps, donc c'est vraiment comme la campagne ici, je suppose, au printemps, c'est superbe. Et en fait, au fur et à mesure de la journée, eh bien, notre guide, qui est chercheur et militant, nous indique des collines, alors un peu plates, mais moi j'avais pris ça pour des collines en espalier. Et en fait, ce sont des collines d'amas de déchets miniers. Et puis, il nous montre telle station et d'épuration. J'ai pris ça pour une station d'épuration. Puis en fait, c'est une station d'épuration de l'arsenic qui percole dans les eaux. Enfin, arsenic et autres déchets cyanurés. Bon, donc toute la lecture du paysage se fait comme ça. Donc déjà, c'est dans la journée, toute une reconfiguration du paysage, quoi. Et puis, donc ça, c'est un fait. Et il y a surtout, donc je parlais d'un échec parce que on n'arrive pas à l'exposer dans l'exposition. On n'arrive pas, on ne sait pas comment l'exposer. C'est trop grand, ça fait 200 km². Il faut montrer ce qu'il n'y a pas. Enfin, il faut surtout montrer ce qu'on ne voit pas. Et dans une exposition, généralement, on montre ce qu'on voit. Donc, il y a un problème. Et puis là, un temps d'exposition, c'est un temps donné. Et on n'a pas le temps de transformer à ce moment-là ce qu'on a vécu, ce qu'on a perçu, finalement. Et donc, l'exposition se passe. Et après, voilà, cette histoire-là me restait, surtout que j'avais déjà travaillé sur des territoires pollués. En enquêtrice, et autrice et enquêtrice, et ça me restait. Ça me restait, c'était pas très loin de chez moi, j'habitais à Toulouse à ce moment-là, et je me suis dit, il faut que j'y revienne, parce qu'il y avait quelque chose de... Je pouvais pas rester sur cette sensation d'échec, à me dire... voilà, donc voilà comment je suis arrivée. Alors, pour une petite description, c'est pour recontextualiser un petit peu l'ouvrage. Là, vous en avez déjà une petite description. On imagine
des collines. Là, vous le décriviez un peu plates, mais elles font quand même une hauteur de 253 mètres pour les collines de l'Artus, 277 pour celle de Pêche de Montredon. Bref, c'est assez impressionnant. Et que reste-t-il aujourd'hui de cette mine ? Parce qu'elle n'est plus en activité. Non, elle n'est plus en activité. Il reste... alors, ces collines-là, les deux, sont donc de ces amas, de ces stockages, en fait. Ce sont des stockages qui ont été posés sur des collines ou bien qui ont comblé, qui ont comblé des vallées, une vallée. Il y a 2 vallées qui ont été comblées, entre des collines. Il y a des collines en moins, quoi, disons. Ou des vallées en moins, plutôt. Et puis, c'est aussi quand même assez escarpé. C'est les contreforts de la Montagne Noire. On n'est pas très loin d'ici. Donc, il y a quand même aussi un relief, quoi. Alors, ce qui reste aujourd'hui de la mine, en haut de la vallée, c'est une mine à ciel ouvert, un gouffre, quoi, qui a été largement comblé, mais qui reste impressionnant, qui est interdit d'accès, mais on peut y accéder. Il est possible en étant prudent. On ne peut pas aller partout. On m'avait dit, il y a des endroits où vraiment il ne faut pas aller seul, parce que là, c'est l'ancienne mine souterraine, c'est un autre endroit. Et là, le sol est très dangereux, parce qu'il est miné, quoi. C'est-à-dire que autant le gouffre, c'est pas dangereux de marcher à côté d'un gouffre, mais il y a aussi des zones dans lesquelles on ne peut pas, on peut marcher, mais à ses risques et périls. Et puis il y a ces collines-là sur lesquelles il est juste indiqué de loin en loin défense d'entrée. Propriété privée, défense d'entrée. Aujourd'hui, il est écrit attention, danger, défense d'entrée, mais pas à l'époque. Donc ça fait un an et demi qu'il y a ces petits panneaux qui disent un danger. Et c'est à peu près tout ce qu'on voit actuellement. Donc cette station d'épuration. Alors après, on repère des bassins de décantation. Il y a des restes d'une ancienne usine. Mais c'est comme tous les paysages industriels en friche. On voit des friches, mais on ne comprend pas tout de suite l'ampleur. Il y a plus de cité ouvrière. Il y avait comment on appelle ça, des godets là qui passaient. Ils n'y sont évidemment plus. Tout a été démantelé. Alors, on parle d'arsenic, puisque c'est Vivre en arsenic, le titre. Alors, je vous propose de lire une partie de l'ouvrage qui permet de décrire ce qu'est l'arsenic. Du fait de sa toxicité, l'arsenic entre dans la composition d'insecticides, de désherbants, de produits de préservation du bois, de remèdes chimiothérapiques et contre la syphilis. Il entre aussi dans la composition du vitriol et les dentistes s'en sont servis pour dévitaliser les dents douloureuses jusque dans les années 80. On reconnaît là les qualités d'un pharmacone dont les vertus dépendent du dosage et de l'adresse de l'administrateur. Chimiquement, on se sert aussi de l'arsenic pour sa capacité à durcir d'autres métaux, dont le plomb, ce pourquoi il entre dans la composition des balles et des obus. Les Ardennes sont abondamment polluées par l'arsenic de Salsigne. Les forêts du Vietnam aussi. Aujourd'hui que les normes ont limité les usages de l'arsenic pour ses propriétés chimiques et esthétiques, ses applications prennent davantage en compte ses propriétés physiques, qui ne sont pas encore réglementées. En tant qu'accélérateur de conductibilité sous l'effet de la lumière, il sert dans la composition des ordinateurs, de l'encre des imprimantes laser, par exemple, ou encore dans celle de la bombe salée, une bombe atomique qui n'a encore jamais été utilisée et dont les effets sont amplifiés dans le temps et dans l'espace grâce à ce type d'accélérateur de conductibilité. Merci. Vous soulevez la particularité aussi de cette pollution en cherchant à pointer la difficulté de lier les causes aux conséquences et donc de la mise en cause de l'arsenic. Quelle est la particularité en fait de l'arsenic qui met en difficulté aussi les scientifiques pour calibrer et mesurer les conséquences? Oui, la difficulté de l'arsenic, c'est que c'est un élément qui varie beaucoup. Et puis, sur ses apparences, comme dans sa nature chimique. Donc, dans les apparences, c'est au point que les Grecs, lorsqu'ils ont découvert l'arsenic, ils l'ont nommé de 2 noms différents, parce qu'il y en a du rouge et il y en a du blanc, et ils l'avaient d'abord pris pour 2 matériaux différents. Les progrès chimiques ont indiqué que c'était le même élément qu'on indique AS en chimie,
Et aujourd'hui, l'arsenic reste difficile à étudier parce qu'il a de nombreuses spéciations, c'est-à-dire qu'il est métamorphique, on peut le dire aussi comme ça, c'est-à-dire que selon qu'il est dans l'eau, dans le sol, dans l'air, à telle température, ingéré ou respiré, il n'a pas les mêmes effets. Donc il est difficile de connaître l'arsenic, et quand on dit qu'il y a de l'arsenic dans un sol, il y a des arsenics qui sont très dangereux et d'autres avec lesquels on peut vivre en fait assez tranquillement. L'arsenic de Salsigne, en tout cas celui qui a été brûlé et récupéré, est très dangereux. C'est un arsenic avec lequel on a pu faire du vitriol, ou bien celui du gaz d'arsine, donc de la Première Guerre mondiale. Donc une fois qu'il est traité, celui qu'il y a dans le sol, il y a toute une controverse pour savoir si c'est l'arsenic 3 ou l'arsenic 5. Donc l'un des deux, je ne sais plus lequel. Et moins sympa. Voilà. Page 32, vous parlez d'une catastrophe en 3 temps. Alors, quels sont-ils ? Et déjà, formuler le terme catastrophe n'est pas neutre. Et oui, c'est ça. Vous me faites dire catastrophe. Et donc, si moi je dis qu'il y a une catastrophe dans la vallée de l'Orbiel, et c'est peut-être en fait la toute première catastrophe, celle à laquelle je me suis heurtée en arrivant dans la vallée de l'Orbiel. Et donc ça, c'est peut-être comme les mousquetaires, pardon pour le... Voilà, c'est... Mais il y a une quatrième, et c'est celle par laquelle je vais commencer, c'est-à-dire que dès qu'on dit qu'il y a une catastrophe sur place, on entre dans la controverse. Tout le monde n'est pas d'accord pour dire qu'il y a une catastrophe sur place. Il y a un conflit social, enfin, il y a un conflit de mémoire, il y a une controverse. Elle est scientifique, elle est sociale, elle est administrative, elle est de mémoire. Il y a un problème. C'est-à-dire que personne n'est d'accord pour dire s'il y a une catastrophe ou pas. Ça ne fait pas accord. Ce n'est pas un mal commun. Ça ne fait même pas commun. Pourquoi ? Alors voilà, ça c'est la première chose, et c'est la chose à laquelle après mon ignorance crasse à repérer ce qui se passait dans le paysage, quand j'ai essayé de revenir, et j'ai compris qu'il y avait des camps, que c'était difficile, je ne savais pas ce que ça allait me faire. Et puis je tiens à garder ma santé mentale, etc. Donc je ne savais pas trop comment m'y prendre. Ça, c'est la première, vraisemblablement. Et après, une fois que j'ai travaillé, je me dis, tiens, il y en a d'autres. Il y a d'abord le fait que quand on passe après une ère industrielle, comme là, il y a des personnes qui ont perdu leur travail, qui sont au chômage, il y a moins d'emplois, il y a moins de richesses. Et la particularité des paysages miniers, enfin en tout cas de la mine, c'est que ça ne laisse rien. Et ça, c'est l'un des agriculteurs que j'avais rencontré sur place qui a dit, mais vous avez vu, vous allez à Mazamet, vous allez à Millau, non, il n'y a plus de tannerie, mais au moins, il y a encore des grandes maisons, il y a encore des traces de richesse et qui peuvent servir de bâtiments pour des structures. C'est de la richesse qui reste, quoi. Il y a du patrimoine qui reste. Là, il n'y a pas. C'est retiré. Donc, il y a une première catastrophe qui est la fin d'une ère industrielle, et de fait que là, avec la fin, c'est que de la perte, sans gain. Sans gain du tout, je veux dire, c'est pas sans gain le sang. Oui, merci. On commence à aborder les questions du langage, mais on y ça, viendra plus tard. Mais après. L'autre catastrophe, c'est celle d'un paysage donc qui ne dit pas son nom, qui est illisible, incertain. Dont on ne sait pas donc si telle colline est une colline, si l'eau on peut s'y baigner ou pas, est-ce que la rivière où c'est écrit eau non potable, qu'est-ce que ça fait de boire de l'eau de cette rivière non potable. Moi j'ai vu des enfants monter à vélo, la côte est comme ça parce qu'on est quand même sur les contreforts de la montagne noire, c'est écrit eau non potable. J'étais avec un géochimiste ce jour-là, on venait de faire des prélèvements. Et ces deux gamins joues rouges, à vélo, comme ça, 12, vous imaginez, 11 et 12 ans, qui buvaient, quoi. Qu'est-ce qu'on fait ? Je dis, il ne faut pas boire. Oui, mais madame, on a soif. Qu'est-ce qu'on dit ? C'est ça, la question. C'est qu'est-ce qu'on dit là ? Et ça, c'est aussi une catastrophe, c'est-à-dire, est-ce que boire une fois ? Est-ce que... Bon, ça, c'en est une autre. La troisième aussi, là, c'est le fait que, ça c'est avéré, il y a une catastrophe avérée, c'est pendant les inondations, lors d'épisodes Cévenol,
C'est 2015, 2018 2018, ouais. 2018. En 2018, il y a une inondation, mais voilà, ces inondations, elles sont appelées, dans la prose préfectorale, sont appelées les crues centennales. Elles arrivent à peu près tous les 10 ans et ça se rapproche de plus en plus. Les habitants sur place peuvent énumérer donc 99, 2018, voilà, etc., 2022, je crois. Enfin bon. Donc ça, en tout cas, on voit qu'au cours du XXe siècle, ces épisodes centennaux, ils se rapprochent les uns des autres. Et en fait, ce qui se passe pendant ces inondations, c'est que l'eau passe dans les galeries de la mine, percole aussi sur les dans les collines d'amas de déchets qui débordent. Et donc, ça fait déborder l'orbiel aussi, qui sort de son lit, qui entre dans les maisons, qui vont dans les jardins et qui font que la pollution s'étend. Et ça, là, quand on mesure, c'est ce à peu près sur quoi tout le monde est d'accord, ça que c'est la catastrophe en fait du réchauffement climatique qui fait que, enfin, ou du désordre climatique qui fait que ces épisodes arrivent de plus en plus. Donc voilà les catastrophes. Mais là, je suis déjà très engagée dans la controverse. Là. Vous disiez que ce n'était pas nommé, nullement affiché. Comment parler d'une catastrophe qui ne dit pas son nom ? Oui, alors disons que les habitants et les habitantes de la vallée de l'Orbiel, quand on leur dit, voilà, ils disent, bah oui, la préfecture a sorti le parapluie. C'est-à-dire que dès qu'il y a un soupçon, c'est l'ensemble des cultures qui sont de la vallée qui sont interdites. Moi, dans le temps de l'enquête, il y a eu un soupçon sur l'eau, et donc il y a eu interdiction de pêcher sur l'ensemble. Il y a eu un soupçon de pollution sur l'eau, donc c'est l'ensemble de la rivière qui a été interdite de pêche. Or, les pêcheurs savent qu'il y a certains endroits, enfin les gens sur place savent qu'en amont de la mine, et les chercheurs le savent aussi, ce n'est pas pollué. Mais là, on dit la préfecture a sorti le parapluie. Donc cette reconnaissance, elle est aussi vécue comme une violence en fait quand elle arrive, parce que c'est trop large, quoi. Ça tient pas en compte, ça prend pas en compte les usages en fait des habitants sur place. Et après, il y a donc sur la question du non-dit, il y a une longue tradition. De concertation minière sur place, enfin de concertation entre usines, habitants pour négocier en fait les usages du territoire, qui n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que la confiance, elle est aujourd'hui, elle n'existe plus entre les pouvoirs publics et les habitants, parce que on me disait, oui, ces commissions d'environnement, c'est du théâtre. C'est acte 1, acte 2, acte 3, on connaît par cœur, quoi. C'est-à-dire qu'ils savent, pour eux, c'est trop réglé. Et c'est tellement réglé qu'il n'y a plus, les préoccupations n'arrivent plus à remonter là-dessus. Donc le non-dit, il est là aussi, il est dans l'escamotage de la mine. Bon, l'escamotage de la mine, qu'on ait refait un paysage, moi je trouve ça bien aussi, on a droit au paysage. Et il valait mieux, parce que j'ai l'impression de taper sur la puissance publique, de ne pas arrêter, alors que refaire un paysage post-industriel, ça compte, parce que c'est beau, quand on traverse là-bas, c'est beau. Moi, mon premier sentiment, je n'étais pas seulement une imbécile heureuse, j'étais aussi heureuse dans Imbécile heureuse de voir ce paysage. Donc, et les habitants qui sont là-bas, ils y sont attachés aussi parce que c'est beau. Donc refaire un paysage, ça c'est bien, mais c'est la mémoire qui n'est pas travaillée. Il n'y a pas de musée, il y a du non-dit, il n'y a pas de panneau pour dire où c'est dangereux. Quand on dit c'est dangereux, il y a une espèce c'est le parapluie, c'est-à-dire que c'est pas précis, quoi. Alors au cours du récit, vous croisez ceux qui habitent, qui semblent pas vouloir ou pouvoir partir, l'usine, leur histoire, leur vie. Vous les évoquiez à l'instant, les souvenirs d'enfance qui bousculent la réalité de la pollution. Vous dites même, page 180, vous vous reconnaissez du clan en visitant le lieu. Vous dites même dès le début, j'ai moins envie de jeter cette vallée après l'avoir traversée et redécouvert, ou simplement entendre une habitante dire « on vit bien ici ». Ce dilemme humain qui habite cette vallée, de quoi est-il aussi l'écho ? Oui, c'est la question c'est l'écho des attachements qu'on a à vivre dans un endroit. Pour avoir enquêté un peu sur des territoires, encore une fois, pollués ou difficiles ou malmenés, moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui dise « je suis mal là où j'habite ». Surtout à quelqu'un qui arrive de l'extérieur et qui, c'est peut-être de ça aussi.
mais parce que habiter dans un endroit, c'est aussi y avoir des amis, y avoir son métier, y avoir des attachements, y avoir ses habitudes, ces endroits où aller, encore une fois, se promener, ramasser des champignons, voir le coucher de soleil, le bon endroit où, voilà, et puis avec des souvenirs, quoi. Là, j'étais avec un tel, une telle, en famille, entre amis. Enfin, et c'est ça qui fait aussi habiter un lieu, c'est aussi tout ça. Et la pollution, c'est ça qu'elle vient mettre en question, mais pas au point de la faire basculer, parce qu'on sait qu'un arrachement et reconstruire ça ailleurs, on ne sait pas. Comme on dit, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on garde. Et puis apprendre à habiter un lieu, ça prend du temps. Donc ça prend du temps, puis c'est un pari, c'est une construction. Et donc, c'est une élaboration au long cours. Donc les gens, oui, ils disent j'habite à cet endroit et je l'apprécie. Et il y a un moment où moi je me suis sentie du clan parce que je réalise dans la première visite, ça me fait souvenir je me souviens que petite, un été, j'avais joué au chercheur d'or avec et je reconstruis mon souvenir familial et je me dis mais c'était dans la région. Et donc je redemande, c'est avec des amis de la famille, je leur dis mais c'était où? Et la maison était dans la rivière d'à côté, dans la Clamou. Et donc est-ce qu'on est allé se baigner dans leur bielle? Je ne sais pas. Mais je me souviens aussi que cet été-là, j'avais eu une allergie aux fraises. Or, les fraises, depuis, ont été interdites, comme vous le disiez, de consommation, enfin de vente, de consommation et de maraîchage. Donc, je comprends que, en fait, quelque chose de la vallée, j'ai déjà joué dans cet endroit, j'ai joué justement au chercheur d'or, donc la mine était en activité, et j'ai mangé des fraises, donc quelque chose de la vallée est passé en moi à ce moment-là. J'ai raconté ma vie, je ne suis pas vraiment allergique dans la vie, ni aux fraises, jamais plus aux fraises, donc je comprends qu'il s'est passé quelque chose là. On va tester avec l'arsenic. Voilà, pour voir, ça fait la même chose. Donc c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose, peut-être je fais partie de ce lieu en fait. Et surtout, j'ai compris aussi, c'est avec la liste que je vous ai lue tout à l'heure, ces usages de l'arsenic, dévitalisation des dents, l'imprimante scanner, en fait c'est mon monde. Donc je suis rattachée à l'arsenic. C'est là aussi que je me dis, mais c'est pas seulement parce que je me suis baignée là, c'est parce que dans ma vie de tous les jours, je suis rattachée à ce qui s'est joué là. On évoquait précédemment, quand on discutait avant de préparer l'émission, sur ce dilemme humain, et je trouvais très intéressant cette complexité de la reconnaissance sociale d'avoir travaillé dans une mine qui crée de la pollution, que ce soit l'ouvrier ou le patron, chacun a la fierté d'avoir accompli quelque chose, et évoquer la pollution aborde d'autres questions, face à la vie, plutôt la mort. Et oui. C'est-à-dire que la pollution, elle vient mettre en question... d'abord, quand on essaye de décrire une catastrophe dans notre civilisation, très souvent, on passe par les chiffres et les quantifications. C'est-à-dire, tant de tonnes d'arsenic, telle hauteur de colline, et moi aussi, on compte, tant de morts, tant, il nous faut des chiffres. Et ça, c'est une façon de décrire la catastrophe. Il y en a une autre aussi, il y en a d'autres, et notamment, c'est sur la dispute, le fait d'avoir un territoire disputé, ça aussi, c'est un effet, ça aussi, c'est une catastrophe. C'est-à-dire le fait qu'il n'y ait plus de tissu social parce que personne n'est d'accord sur le sens d'un territoire, ça aussi c'est une catastrophe et ça ne se compte pas, mais ça se raconte. Il y a une autre chose aussi, la catastrophe, c'est aussi cette fierté au travail, en effet, que ce soit l'ouvrier, parce que souvent, évidemment, on oppose les ouvriers et les patrons parce que lutte des classes, parce que c'est pas le même taux de richesse, c'est pas la même place dans la production de la richesse. Je ne vous refais pas l'histoire de la lutte des classes au XXe siècle, 19 et 20e. Mais là, avec les pollutions, ce qui se passe, c'est que l'un et l'autre sont attaqués au même endroit, c'est-à-dire sur la fierté à produire quelque chose pour sa descendance. Parce que c'est ça que fait la pollution, c'est-à-dire que la fierté au travail, que vous le preniez du côté du patron qui veut produire des richesses, qui veut augmenter son capital, qui dans ce qu'il se raconte, en tout cas, donne à penser qu'il est là aussi, ça va ruisseler, que la richesse, elle n'est pas que pour lui, que c'est pour tout le monde, c'est le pays, la fierté, et qu'on peut être fier des industries de son pays. Avec les pollutions, ça passe plus du tout.
Et du point de vue de l'ouvrier, la fierté au travail, surtout que là, les ouvriers de la vallée de la mine d'or de Salsigne, ce sont essentiellement des immigrés. Donc des immigrés, d'abord des immigrés de Lorraine, d'abord des immigrés, de la campagne autour, en tout cas qui ont déménagé, d'Afrique du Nord, d'Espagne, d'Italie, de Grèce, de Pologne, on connaît, voilà, et puis de Lorraine, et puis du Nord. Donc des gens, en fait, qui se sont arrachés à leur territoire pour venir s'installer là. Et c'est ce que je comprends aussi dans les entretiens, c'est-à-dire que ces arrachements de vie, c'est énorme, c'est émigrer, c'est un geste qui, je pense, n'est pas vraiment valorisé aujourd'hui, alors que c'est un geste de courage énorme, parce que c'est un élan de vie avec un pari que quelque chose va fonctionner quelque part. Et on y emmène sa famille, et on y emmène son histoire, et il s'agit de réattacher quelque chose quelque part. Ça peut marcher, il y a des risques, souvent le risque, c'est l'ouvrier lui-même qui le prend, qui le paye de sa vie, parce qu'il sait qu'il va dans des industries qui peuvent le rendre malade, et voilà. Mais c'est ça que la pollution vient rompre, c'est-à-dire le fait que le sacrifice de quitter chez soi pour arriver quelque part à avoir une vie meilleure se trouve perturbé, miné, cassé. Cet élan-là est cassé parce que ce qu'il y a à transmettre aux enfants, c'est une terre polluée et des liens sociaux minés. Pour rebondir sur ce que vous dites, page 178, apprendre à se disputer pour faire durer ce qu'il reste à vivre. En quoi, justement, ça vient faire écho à ce que vous dites. Et de même, vous citez un personnage, Albéric Collier, scientifique non fictif dans l'ouvrage, mais dont on trouve l'écho réel aussi, détermine le terme, dit « sol potentiellement pollué ». Est-ce que cela permet de nommer suffisamment pour permettre le dialogue entre pollué et pollueur ? Et en quoi apprendre à se disputer permet le lien humain? Oui, pareil, là, en avançant dans mon enquête, je me suis dit, mais le pire, c'est le non-dit. D'une part, le non-dit, et d'autre part, le conflit qui fait qu'on n'arrive plus à s'entendre. C'est des deux crises de langage, le non-dit et tellement de cris qu'on n'arrive plus à s'entendre. Et parce que l'enjeu sur les pollutions, là, ce qui se passe quand j'essaye d'entrer dans cette vallée, de comprendre, je rencontre des chercheurs qui ne sont pas d'accord entre eux. Je comprends qu'entre les habitants du nord de la vallée et du sud de la vallée, ils ne sont pas d'accord entre eux. Qu'entre administrations, il n'y a pas d'accord non plus. Et donc d'où le déni mal entendu, mal dit qu'il y a dans cette vallée. Et donc, c'est vrai que cette dénomination sol potentiellement pollué permet de faire que les uns et les autres puissent se mettre à discuter. Et justement, mon enjeu aussi, c'est de montrer qu'entre pollueur et pollué, souvent c'est présenté comme ça, c'est environnement contre travail, pollueur, pollué. Or, ce qui se passe sur place, c'est que tout le monde est touché. C'est-à-dire, si on montre qu'on fait tous partie de ce monde-là, c'est-à-dire, oui, on fait tous partie de ce clan de l'arsenic, en fait. Donc, c'est de dire, on est tous à peu près concernés par cette question. Et à partir de là, le sol potentiellement pollué permet, en fait, de faire droit à cette incertitude. Parce que, encore une fois, là, plus j'en parle, plus la pollution prend sa texture. Là. Plus j'en parle, plus ça devient consistant, alors qu'encore une fois, sur place, ce n'est pas certain. L'eau, parfois on peut la boire, parfois non. Parfois on peut s'y baigner, parfois non. Tel endroit, on peut y aller ou on ne peut plus. Enfin, donc cette incertitude-là, il y a certains habitants qui savent faire avec, parce qu'ils sont là de longue date, ils connaissent où était la mine, et ils pourraient guider d'autres. C'est une technique de paysage, ils pourraient guider d'autres. Mais ils ont besoin aussi d'être confortés par des scientifiques. Ils ont besoin d'être soutenus par la puissance publique. Pour le moment, ça n'existe pas. C'est en cours. Ça avance. On en reparlera, oui, on pourra en reparler. Mais... Dès le début, vous posez une question avec un exemple qui m'amuse beaucoup, celle de la division euclidienne. Que vous prenez en exemple pour nous signifier qu'en fait il y a toujours un bout du reste, un reste qui traîne, dont on ne sait pas toujours quoi faire. Qu'est-ce que est un reste pour vous? Fin de journée, c'est dur. J'ai des morts dans les dents. On va parler du langage un petit peu plus tard. Ça sera l'occasion. Voilà. Oui, mais j'en suis au même point. Oui, alors cette division,
c'est ce que je raconte au tout début, là, dans l'avant-propos. Je me dis comment je vais... Parce que ce qui m'intéresse, c'est donc ce reste du reste. Alors d'une part, parce que quand on dit déchets, surtout quand quelqu'un de la mine dit il y a des déchets, ça signifie il y a des richesses à venir, il y a bientôt des objets et des produits. C'est-à-dire que chaque déchet est un objet potentiel, une richesse potentielle. Et donc le travail minier, c'est aussi de transformer les déchets en richesse. Ça, c'est le grand, ce qu'on appelle aussi développement durable, recyclage. Il y a beaucoup de malentendus autour de ces notions sur lesquelles il faut toujours faire attention en disant oui, d'accord, on nous dit ces mots-là, mais qu'est-ce qu'il y a derrière Et ce que jamais on arrive à penser, en tout cas moi, je n'arrivais pas du tout à le penser jusqu'à cette enquête-là, c'est la question de la pollution. La pollution, c'est ce qui ne redeviendra jamais une richesse. C'est ce qui est perdu et qui surtout alors perdu du point de vue de ceux qui veulent produire des richesses et surtout qui empêche la génération, empêche la vie, empêche le dialogue social, empêche la fierté. Et ce reste-là, donc c'est là l'image que je prends, ça m'a fait penser, vous savez, à l'école, quand on pose des divisions, on nous dit, faites la division, on fait l'opération, on a appris à faire l'opération et on nous demande le résultat. Et moi, je me suis souvenu que à l'école, jamais on m'avait demandé le reste. Le reste, il est au fond de l'opération, là, et on le laisse. Et ça, cette question-là, je dis, mais pourquoi on m'a jamais demandé le reste, alors qu'il y a encore un chiffre et donc ce chiffre-là, je me disais, mais il a dépensé autant d'encre, il m'a demandé autant d'énergie, j'ai travaillé pour le trouver aussi. Et pourquoi on me dit qu'il faut le bon résultat, c'est à droite de la ligne, là, de la division, et pas à gauche? Qu'est-ce qui se passe? C'est du capitalisme, ça. Pardon, oui, à droite et gauche, tout de suite, il ne faut plus dire. Sinon, le sens s'emballe et on ne sait plus où on est. Donc, voilà, et c'est là la question du reste, de dire, mais et on peut avoir des virgules pour essayer de réduire le reste, mais il y a des opérations dans lesquelles le reste, il est à l'infini. Et la question de gérer des déchets, on recycle, mais on sait que plus on recycle, plus il reste ce reste, et que plus ce reste est dangereux, inassimilable, insupportable, invivable. C'est ça aussi que montrent ensuite les travaux de chimie. Plus on recycle, plus qu'on produit, donc on ne peut pas dire le produit c'est un reste, c'est pas possible. Plus le reste est infini et surtout de moins en moins assimilable. Voilà, et pour redire ce qu'on disait tout à l'heure, le reste est négligeable en physique à un moment donné. Et c'est ce qui, en fait, c'est ça a toujours été considéré comme négligeable. Et en fait, moi je le retourne en disant, c'est ce qui autorise à être négligent dans notre civilisation. Et c'est là le retournement que j'essaye d'opérer. Là. Alors dans ce livre, tel une enquête, vous rencontrez différents acteurs sur ce territoire, mais pas uniquement. Vous portez leurs paroles, mais pas seulement. Vous y croisez votre regard, mais pas que. Vous glissez de la poésie, des références littéraires. Et pour découvrir ce texte, je vous propose, puisque vous n'avez pas beaucoup parlé, de faire une longue lecture de la page 27. Oui, on commence la question du langage et dans quelle situation j'arrive là sur place. Tu vois, dans une vision poétique, dans une adhésion au monde recouvré, dans une compréhension immédiate des choses, en poète, j'aurais voulu saisir en un regard, en un mouvement, même en voiture, même dans un mouvement voiturier, en une traversée contemporaine, j'aurais voulu faire place aux événements d'ici, dans un poème. J'aurais voulu, du premier coup, y loger quelque chose de cette vallée-là, d'une sensation première entre elle et moi, et j'aurais voulu, comme ça, laisser tout venir à moi. Comme ça, A61, 10 janvier, sortie 22, journée froide qui scintille. Montagne noire en horizon dressé sur socle hercynien, venu des profondeurs, venu de loin, charriant des éléments saisis en surface avant de filer en filon. Un long nuage, à peine soufflé, grise ce jour-là les absences. Remonter la vallée, haies, champs, pleine d'alluvions, sans maraîchage, ni maintenant ni plus jamais dans l'année, sans fèves et sans fraises, sans frères dans les champs qui se penchent au visage basané. L'asphalte prend un virage et la roche à fleurs, des vignes aux coteaux, il est écrit « Combe du Sceau ». Ces mots ne disent plus le lieu désigné, plus de combe,
Plus de sauts de rivière dans la vallée, plus de rivière, un comblement de vallée qui ressemble, un comblement de vallée sous des membranes. Ça ressemble, ça n'est pas. L'herbe et les courbes, les pins et les ajoncs, le pépiment d'un passereau, les flancs en espalier, des bassins de décantation, une station d'épuration, ça sentirait le ciel dégagé illumine la vallée d'hiver. Ben oui, ça sentirait la merde et le thym. Baisser la vitre, ça ressemble, mais ça n'est pas. Ça, et la voiture pile n'est pas une colline. Cet amas-là, pied à terre, cet amas-là n'est pas une colline, c'est un amas texturé comme une colline. Un amas texturé de genèse et de pin comme une colline, en espalier de Méditerranée. C'est un amoncellement des restes, de tout ce qui reste après le départ du vieil or, extrait de là, le vieil or qui n'a pas eu le temps de filer, l'or charrié de là, lingoté, tous les mardis et tous les vendredis, filons, lingoté, filé. Le reste, c'est pour l'eau de l'Orbiel qui roule à droite de la route, l'orbe de l'arsenic dans cet amas-là, l'orbe de l'arsenic est cet amas-là, ces sacs, là, des sacs blancs rangés dans un creux de ce qui n'est pas une colline, un amas retenu par une membrane de plastique qu'on ne voit pas. Elle est dite épaisse sous la terre, elle est dite épaisse et percée, des sacs blancs derrière le grillage. Merci. De quoi l'éco-poétique est-elle l'expression ? Alors oui, c'est le sous-titre du livre « Éco-poétique d'une vallée empoisonnée ». L'éco-poétique, alors je vais reprendre, je fais un petit historique. Petit historique, voilà. De tes arts. Voilà, c'est ça que je suis en ce moment, donc on y va. L'éco-poétique, c'est un mouvement, alors c'est plutôt un mouvement de recherche en littérature. Qui est né dans les années 90, qui est apparu dans les années 90 aux États-Unis, au moment où des chercheurs, mais aussi des auteurs, parce que des auteurs aussi témoignent d'une autre relation à la nature, donc cette nature, disons à l'environnement, plutôt que parce que si on dit nature... on ne sait pas tout de suite si on parle de la nature naturante ou bien de la nature avec ses réseaux techniques ou bien de la nature polluée. Enfin, tout ça, c'est de la nature ou de la nature en ville. Enfin, voilà. Donc, en tout cas, de cela. Et ces chercheurs-là, se disent il faut faire entendre les voix de ceux qui vivent avec nous. Ce qu'on appelle aujourd'hui en France le vivant, voilà. Donc, mais dans le vivant, il faut mettre les pierres aussi, à mon avis. Voilà, donc le vent. Enfin, il faut mettre aussi ces entités. Donc ça apparaît là. Et la particularité des Américains à ce moment-là, donc ils revalorisent une série de corpus, tout un corpus. Alors, par exemple, de Thoreau dans Walden et la vie des bois. C'est aussi le moment où Rachel Carlson, ils revalorisent aussi Rachel Carlson dans Printemps silencieux, où elle fait toute une étude de l'absence de la voix des oiseaux. Donc c'est là que Rachel Carlson est réhabilitée, en fait. Elle a écrit dans les années 70 et dans les années 90, elle prend une ampleur internationale. Ça nous arrive grâce aux éditions White Project aussi, mais très récemment. Hein, et on est en France, on prend ça beaucoup plus tard. Donc... Et donc, il y a cette revalorisation du corpus. Deuxièmement, il y a aussi le fait qu'il montre que très souvent, moi c'est ce qui me touche en tout cas, et la voix que je suis, on va dire, là où je m'y reconnais, c'est le fait que dans ces cas-là, les auteurs vont sur le terrain, ils se déplacent. Alors, c'est pas nécessairement de l'engagement, c'est pas nécessairement de l'enquête, mais comme Richard Powers, par exemple, aujourd'hui, donc qui a écrit L'Arbre-Monde, il est allé habiter en pleine forêt là actuellement. Il a dit j'écris plus, je vis dans les bois. Comme Walden, comme Thoreau, il va dans les bois. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une dimension terrain qui revient, on n'est plus seulement des auteurs on devient des auteurs de plein air. Et puis un troisième point qui m'intéresse beaucoup dans ces origines de l'éco-poétique, c'est le fait qu'aux États-Unis, à ce moment-là, il y a aussi une écoute, parce qu'il y a d'autres visions de la nature aux États-Unis, données par les autochtones. Et ça, les chercheurs le savent aussi, parce que c'est le moment aussi où les autochtones commencent à accéder aux postes universitaires. Et donc, c'est aussi de savoir qu'il y a d'autres visions de la nature que celle qui a été héritée de l'Occident. Donc sur ces trois bases-là, je pense qu'on peut commencer à fonder l'éco-poétique.
Et elle est arrivée en France seulement dans les années 2010, tardivement, 2015, 2017. Donc c'est très, très, très récent avec tout le mouvement qu'on a actuellement avec les penseurs du vivant et qui imprègne aujourd'hui la littérature. Alors dans votre écriture, presque comme une mise en abîme du fond et de la forme, vous imbriquez le sujet, son contenu, la forme, en jouant par exemple avec les mots, la pagination, les tabulations, le rythme, les sons. Quelle perspective l'éco-poétique permet dans un ouvrage comme Vivre en arsenic? C'est-à-dire que là, moi, ce que je cherche à faire dans l'éco-poétique, l'éco-poétique tel que je l'entends, c'est, si possible, d'avoir un partage d'expérience et pas seulement un partage d'imaginaire, on va dire. Souvent, on dit la littérature est là pour ouvrir les imaginaires. Je sais pas si, je suis pas sûre que mon récit ouvre les imaginaires, mais il fait éprouver ce que c'est que cette incertitude du langage, ce que c'est que le vertige à fréquenter une zone comme celle-ci, la pluralité des voix qu'on y entend, la volonté de trouver ce paysage beau parce que c'est la sensation première, le vertige à s'apercevoir que non. Enfin, donc pour moi, l'écriture que je mets en œuvre, elle est plurivocale. C'est sur la question de l'expérience de lecture que j'essaye en tout cas l'expérience d'écriture que j'ai envie de transmettre au lecteur, c'est le fait que, comme vous l'avez compris, c'est une catastrophe qui ne dit pas son nom, personne n'est d'accord, il y a beaucoup de conflits. Bon. Donc ça se conçoit mal, c'est une situation qu'on a beaucoup de mal à concevoir. Et donc, vous savez, on a été éduqués, en tout cas moi, en tout cas, en ayant cette phrase, si ce qui se conçoit bien s'énonce aisément ou quelque chose, clairement. Donc, et là, je me dis, mais en fait, je le conçois si mal, cette situation, qu'il n'est pas question que je vienne l'énoncer bien. Je ne veux pas de langage qui vienne recouvrir la situation et qui laisse entendre qu'il y aurait une solution, parce que moi, autrice, voilà, je suis pauvre poète perdue dans cette situation. Il n'est pas question que moi, je vienne construire une vision d'ensemble, mais je veux bien mettre quelques savoir-faire à disposition pour partager un trouble face au langage, dans la situation, ce vertige. En italique, dans le récit, vous faites référence à Bovary, se glisse Berthe. De quoi Berthe est-elle l'écho ? Oui, alors pourquoi Berthe Bovary peut-être, et pourquoi Bovary ? Oui. C'est pourquoi Madame Bovary ? Une question, 4 d'un coup. Voilà, c'est ça. Alors, Madame Bovary, elle m'est arrivée à un moment parce que je me suis dit, mais on a une vallée suicidée à l'arsenic, et il y a un personnage, un mythe littéraire qui est une femme qui s'est donc suicidée à l'arsenic. Et ce qui m'a beaucoup, cette fiction, merci beaucoup. Cette fiction m'a aidée à comprendre la situation, parce que toutes ces questions de paradoxe de la mine, ceux qui sont pour, les contre, les pollueurs, les pollués, etc. Je me dis, mais Emma Bovary, c'est aussi cette femme, oui, suicidée à l'arsenic, mais qui a joui de la vie, qui est belle, que tout le monde a désirée d'une façon ou d'une autre, ou enviée, qui a joui, quoi. Et tellement qu'en fait, Flaubert en a eu un procès quand même. Donc c'est pas rien. Elle a posé quelque chose du point de vue du désir, quoi. Et cette mine, elle est aussi du côté, oui, elle est aussi dans un désir de jouissance, pas la même, mais enfin bon. Et suicider à l'arsenic, et donc je travaille comme ça me permet de recomplexifier les choses en disant, il n'y a pas d'un côté la nature, de l'autre la culture, il y a une espèce de complexité là. Et donc je vais la chercher, je me dis, il y a quand même parce que la question c'est comment on hérite, comment on hérite d'un territoire comme celui-ci, comment on hérite d'une situation comme celle-ci. Moi, j'arrive après la mine. Je suis descendante de l'ère industrielle en France. Peut-être que je ferai partie de ceux qui voient l'industrie renaître en France, on verra. Mais je fais partie de ce monde-là. Donc, je me dis comment on hérite de territoires comme cela. Et donc, je me dis, je vais chercher le sort de Berthe Bovary, donc la fille de Bovary, et que Flaubert laisse à la fin du roman dans une filature à Rouen. Et donc là, je réécris je la prends à cet endroit-là, au moment du suicide, du suicide de sa mère, et je tisse
son histoire. Et justement, comme elle est dans une filature, on peut tisser des choses, quoi. Donc, c'est le texte qui se tisse au fur et à mesure. Donc voilà, elle est l'écho aussi, elle est l'écho de comment on fait pour hériter de cette chose-là. Et puis Bovary, Madame Bovary, Emma, c'était pas une enfant qu'elle souhaitait. Enfin, d'abord, elle l'aime, adore, puis après, elle la rejette. Enfin, c'est compliqué. Et ça permet aussi de dire ce que c'est que la complication d'un héritage et la complication des attachements. On en parlait tout à l'heure. On sait bien qu'en famille, on peut être très attachés les uns aux autres, mais on sait aussi qu'en famille, il y a des choses qui se trament, qui sont difficiles. Et un territoire comme celui-ci, c'est des trames que je viens de tirer. J'imaginais Berthe aussi comme la métaphore du reste de la mine, si Emma Bovary est la mine. Et puis, avec un petit espoir, puisque c'est elle qui file et qui tisse, en disant peut-être que du reste, on peut en faire un avenir. Je ne sais pas si ça a été aussi ce que vous aviez imaginé. À la fin, en tout cas, elle, à la fin, c'est elle qui surgit dans le réel, quoi. C'est-à-dire qu'elle sort de la fiction pour surgir, pour proposer d'autres figures. Et alors, je ne sais pas si c'est le reste qui devient quelque chose. En tout cas, elle arrive à faire quelque chose avec le reste. C'est déjà... Et là-dessus, peut-être juste pour une note aussi... il y a aujourd'hui un institut éco-citoyen en train de se monter dans l'Aude qui vient réunir aussi chercheurs, habitants, collectivités, dont je fais partie aussi, et qui, donc artistes aussi, pour essayer de construire. On n'est pas du tout la seule association à le faire, hein, mais il y a des associations qui essayent là comme ça de réunir et de jouer à Berthe. Alors, vous le disiez au début, l'objectif n'est pas de trouver un chiffrage précis, donc on ne trouve pas, ni un coupable dans l'ouvrage, mais bien de poser une réflexion sur le lien entre forme et fond, d'interroger le langage. Vous dites même, page 201, c'est pour dire que je lis en fait, pour faire passer une catastrophe lente dans un événement de langage. De quoi cette imbrication fait-elle sens pour vous et qu'est-ce que convoque pour vous le langage? On l'a déjà un petit peu évoqué, mais peut-être que là, l'occasion de le développer. Oui, disons que moi, je vais l'orienter du côté de cette réindustrialisation de la France qui est en cours, là, donc avec des annonces de mines et de mines propres nécessaires. Bon, ça, chacun en jugera, mais c'est le même langage qui arrive en disant tout est sous contrôle, c'est de la mine propre, ça va aller, et parce qu'en fait, et c'est bien normal, la puissance publique cherche à gérer et à faire fructifier un territoire, son territoire. Sauf que les pollutions, on l'a vu, mettent en question cette question-là parce que les pollutions, c'est ingérable. Donc moi, maintenant que j'ai fait cette enquête-là, je me dis à chaque fois qu'on me parle et qu'on me dit tout est gérable, tout est sous contrôle, il y a un problème. C'est pas vrai. Les pollutions, on sait que dès qu'il y a une exploitation minière, il y a des pollutions. Sauf que ces pollutions, on n'en parle jamais. En science, on me dit, les scientifiques le disent de moins en moins, parce qu'ils savent faire avec l'incertitude aussi, mais les scientifiques, ils peuvent dire, on va avoir suffisamment de connaissances pour savoir comment faire avec. À propos des pollutions, ça pose beaucoup de questions, parce que l'arsenic est très divers, mais parce que les pollutions sont très difficilement connaissables. Donc là aussi, c'est un discours de maîtrise de la connaissance, et la connaissance scientifique, elle est très précise. Or, la pollution, on a vu, elle ne touche pas seulement... le problème pour les pollutions, c'est de faire le lien entre... cause et conséquences. Cause et effet, et on sait bien que justifier d'une maladie par une pollution, c'est très difficile parce qu'on n'est pas exposé comme en laboratoire toute sa vie à une seule pollution. On vit. On fume, on boit, on va dans tels endroits, on a des matériaux chez soi. Donc c'est très difficile de faire la relation cause-conséquence. Et puis il y a des mélanges de molécules. Donc les pollutions mettent en question le mode même de connaissance, de la connaissance scientifique, parce que la connaissance scientifique, elle travaille sur la précision. Or, encore une fois, les pollutions, elles sont extensives, quoi. C'est pas un objet facilement définissable. Donc, les pollutions, elles sont difficilement dissibles parce que ça a à voir avec l'inconscient, ça a à voir aussi, on travaillait sur la mémoire, je parlais d'Emma Bovary, parce que je ne sais pas le dire autrement qu'avec Emma Bovary, de dire ce qui s'est tramé quand on a voulu cette mine, c'est beaucoup de choses, ces élans de vie...
Donc, à chaque fois qu'il y a un langage de maîtrise, maintenant, je sais que j'ai une petite... diode. Oui, c'est ça, une petite alerte, à à l'arsenic qui me dit... non, c'est pas comme ça qu'on parle des pollutions. On ne maîtrise pas les pollutions. Les pollutions sont immaîtrisables. Comment on fait avec cette absence de maîtrise ? Moi, j'espère, par ce livre, commencer par dire, bon, personne ne sait parler de pollution, parce que le langage qu'on a, encore une fois, dans notre civilisation, est un langage qui cherche à définir, maîtriser, bien énoncer, ce qui pour nous semble normal, et je pense que c'est, dans une certaine mesure, oui, mais là, on a affaire à un objet qui n'est pas un objet, qui est difficilement dissible, et ce qui oblige, en fait, à mon avis, l'obligation morale qu'on a, c'est de se mettre ensemble pour essayer d'attraper cette histoire-là et de voir comment on peut faire. Mais dès que quelqu'un dit « tout est sous contrôle », et pour moi, ça ne colle pas. Pour rebondir sur le langage, tout ce qui n'est pas nommé n'existe pas. On pourrait imaginer comme ça avec un langage par omission. Vous dites, page 14, donc dès le début, vous abordez la question du langage à travers ce livre. L'une et seulement l'une des fonctions du langage, c'est cette puissance d'ordonner. Donc il y a cette direction que vous évoquiez, mais il y a aussi la façon dont vous travaillez, c'est-à-dire du langage par omission. Comment travaillez-vous ça ? Est-ce que c'est cette notion d'éco-poétique qui vous fait rebondir et qui fait creuser dans cette voie du langage ? Oui, moi, le pari que j'avais dans ce livre-là, c'est en tout cas d'arriver à dire, à signifier les choses sans donner sans avoir sans donner l'idée de maîtrise, quoi. C'est-à-dire, c'est arriver à partager une expérience, c'est pour ça que je parlais d'expérience tout à l'heure, partager une expérience de trouble sans avoir l'impression que c'est moi qui ai la solution, autrice, débarquée un beau jour, dans un aléa de ma vie, et là en disant j'ai la solution ou voilà ce que j'imagine pour cette vallée, parce que moi tout ce que j'imagine c'est des dispositifs de concertation dans lesquels on puisse faire aussi droit aux troubles, c'est-à-dire il faut aussi pouvoir dire on ne sait pas, là on ne sait pas comment, qui pourrait savoir, et de construire un discours fait de pluralité et pas seulement d'un seul tenant. Les beaux discours, qu'ils soient des beaux discours de récit, des beaux discours, sinon on va me dire que j'arrête pas de taper sur les scientifiques et les scientifiques dans la salle. Oui. Merci Philippe. Je sais qu'il y a une diagonale là. Donc, mais c'est pareil pour les récits. Il y a des récits qui viennent homogénéiser toute la vision. Qui viennent proposer en disant soit que ce soit tout noir d'ailleurs, soit que ce soit tout sombre et mélancolique à propos des pollutions souvent, ou bien qui viennent apporter des utopies. Bon, là, pour moi, tout langage qui aujourd'hui, à propos des pollutions, vient dire qu'il maîtrise et qu'il homogénéise la vision, fait passer à côté de l'expérience. Donc pour moi, le langage est un partage d'expérience. Où on essaye de sentir ce trouble-là, pour en témoigner ensuite, d'abord pour être attentif au langage de maîtrise, et pour en témoigner ensuite. Alors, avant de conclure, on échangeait tout à l'heure dans la voiture sur le trajet sur la façon dont vous avez construit l'écriture de ce récit, et je trouve qu'il illustre bien aussi le contenu et le propos du langage. Racontez-nous comment vous avez présenté cet ouvrage, d'abord à la maison d'édition. Ah oui. Et puis les papiers par terre. Exactement, les papiers par terre. Oui, à plusieurs reprises dans ce... Alors oui, c'est écrit, c'est fait avec des fragments, hein. Il y a des petits paragraphes, les uns à la suite des autres. C'est du trait découpé, quoi. Et j'ai commencé par des scènes que parfois j'ai redécoupées pour les... Voilà, donc j'ai commencé par des scènes. J'avais des notes de terrain, j'avais des portraits. Qu'est-ce que j'avais encore ? Des notes d'enquête, quoi, c'est-à-dire sur l'arsenic, des recherches. J'avais mon filon Bovary, donc cette histoire-là, je l'ai écrite aussi. Puis
des réflexions sur ce que c'est que le langage. Donc j'avais ça un peu éparpillé. Puis j'ai commencé à construire ça sous forme de chapitres. Mais pour le faire, j'ai tout tiré mes notes là et j'ai tout mis par terre dans une pièce. Et puis, j'ai fait copier-coller à la main avec mes ciseaux. Et puis, je me suis mise à composer le texte comme ça une première fois. Voilà, puis j'ai retravaillé évidemment derrière. Et puis là, oui, je l'ai envoyé donc à plusieurs maisons d'édition, dont celle d'Actes Sud, et donc voilà, à Stéphane Durand, en lui disant, voilà, il y a un livre qui est inachevé, je savais qu'il n'était pas encore terminé, quoi. Mais on pourrait trouver les moyens. J'ai besoin d'accompagnement pour le terminer. Je sais que je le ferai pas. J'ai besoin d'un regard d'éditeur, quoi. Et puis deuxièmement, je dis dommage que la collection des mondes sauvages n'intègre pas plus de littérature, parce que ça irait très bien dedans, mais je sais que ça n'ira pas dedans. Et donc il me répond quelques mois plus tard en disant il y a une collection qui arrive qui s'appelle Les Voix de la Terre, dirigée par Sabah Rahmani. Ce texte nous intéresse, allons-y. Et là, quand je rencontre Sabah, elle me donne quelques conseils très efficaces pour faire tenir le texte, pour le retravailler. Donc là, j'ai tout tiré, tout remis par terre. Tout redécoupé. Et c'est, pas tout, mais enfin, les choses étaient à peu près en place, mais il a fallu surtout, donc c'était de remise au sol, et à nouveau, de remettre ensuite sur l'ordinateur. Et puis, oui, de le ficeler aussi, c'est-à-dire de dire, il faut que ça tienne, il faut qu'il y ait des fils. Il y a 6-7 fils narratifs à l'intérieur. Donc il y a Bovary, il y a mon histoire, il y a l'enquête, il y a un autre lieu aussi qui est le Festival de la Grâce. Enfin, il y a comme ça d'autres, il y en a plusieurs. Et d'être sûr que ces fils-là puissent être, soient pas des bouts de ficelle qui se perdent, quoi. Parce qu'il y en avait qui se perdaient un peu, comme quand on tricote, il y a un fil qui part. Alors on le fait rentrer dans le reste, mais enfin, ça se sent. Berthe, elle revient. Oui. Alors pour ceux qui ont observé l'ouvrage, vous avez vu qu'il y avait différents pictogrammes. On est un petit peu orienté parce qu'il y en a 6 différents à la fin. Pour ceux qui s'intéressent et peut-être qui ont reconnu 2 lettres à l'intérieur, d'où est venue l'idée de ces pictogrammes et pourquoi sont-ils différents? Alors oui, ces petits. Oui. C'est vous qui les avez dessinés? Oui. Bon, ça c'est une belle signature. Et alors au départ, parce que moi je tenais à ce que ce soit séparé, qu'on comprenne bien que ça va ensemble, mais pas tout à fait. C'est à la fois une lien et une séparation, enfin comme tout ce qui est lien, quoi. Ça met de la distance, mais voilà. Puis des fois ça change vraiment de registre, donc j'avais besoin de cette séparation. J'avais commencé à écrire moi, avec des astérisques sur mon traitement de texte. Et puis au moment d'éditer, j'ai dit, quand même, donc j'ai des petits. Je me dis, je vais prendre des petits pictos. Je me suis demandé quoi. Et puis je me suis mise à faire comme si je signais comme l'arsenic autour du AS, de son signe, de son symbole d'élément chimique, oui. Donc j'ai trouvé une variation comme ça. Bon, mais je dis ça, mais c'est peut-être moi, c'est comme ça que c'est venu. Après, c'est peut-être autre chose. Ce qui m'intéresse moi là-dedans, c'est surtout de montrer que le langage humain ne dit pas tout de la situation, qu'il y a aussi autre chose qui se trame derrière, et que ça fait place à cet autre langage pour dire non, on comprend pas tout. Donc c'est pas seulement, je vous invite à ne pas en rester au symbole de l'arsenic et ses différentes signatures, parce que ça dessine d'autres choses aussi dedans. Mais je vous laisse découvrir ça. Alors si de nos déchets nous commençons à nous interroger à leur devenir, grâce à cet ouvrage, j'espère que nous n'oublierons pas les pollutions de nos restes. Claire Dutray, merci pour vos réponses. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Vivre en arsenic », paru cette année aux éditions Actes Sud. Merci à Radio Lodève pour la diffusion de cette rencontre et tout particulièrement à Anne pour la technique. Merci à Nathan pour le montage et la mise en ligne des rencontres de la librairie que vous pouvez retrouver sur notre site internet un.trait.fr. Et pour être informé de nos prochaines rencontres qui seront nombreuses jusqu'à la fin de l'année, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Merci et à bientôt. Merci beaucoup.